Donc comme je suis une femme, je vais donner la parole aux femmes d'abord. Il faut les présenter quand même. Et elles vont se présenter elles-mêmes. Bonjour à tous, Valérie Montandon, je suis conseillère de Paris du 12e arrondissement et je représente le groupe Changer Paris, les Républicains, qui est présidé par Rachida Dati. Je remercie vraiment FNE et toutes les associations de votre présence et puis vraiment l'équipe de FNE pour leur sérieux et leur expertise. Je dois vous dire que c'est vraiment très agréable de toujours s'appuyer sur leur prise de décision et puis surtout sur l'argumentation qu'ils font, qui sont toujours scientifiquement prouvées, chiffrées, et c'est vrai que c'est très utile pour déconstruire certaines contre-vérités. Vous l'avez dit en effet tout à l'heure en préambule, je vais quand même parler un tout petit peu du 12e arrondissement qui fait partie des arrondissements qui ont une déferlante de projets de densification. Sachez que régulièrement, je crois qu'il n'y a pas un conseil de Paris où je ne défends pas un vœu pour les différents sites qui sont touchés, que ce soit la prochaine fois c'est Meunier-Charenton, la dernière fois c'était les messageries. Et je vous avoue que c'est sur ces sujets-là, c'est vrai qu'on n'arrive pas à comprendre, notamment les messageries, je m'attarderai 30 secondes, quand vous savez que c'est 96 000 m² qui vont être construits et que la moitié ce sont des bureaux et qu'on vient de traverser une crise sanitaire qui vient de expliquer quand même à quel point les bureaux sont moins demandés et que rien n'est changé au niveau densité, au niveau répartition, il y a vraiment de quoi s'interroger. Sachez que tous nos vœux sont toujours refusés, il n'y en a pas un qui passe. Il n'y en a pas un qui passe, et là, je vous avoue, j'ai beaucoup de respect pour Émile Meunier, qui est ici présent, et même pour M. Contasso, avec qui j'ai eu l'occasion de travailler les mandatures précédentes. Mais j'ouvre quand même une parenthèse, c'est que ça fait quand même 4 ans que les écologistes nous font toujours croire que ça va s'améliorer, et que parce qu'ils appartiennent à la majorité, les choses vont changer, mais au fur et à mesure des mandatures, donc on atteint la 4e, on s'aperçoit quand même que les choses ne s'arrangent pas, et au contraire, la densification et la bétonisation augmentent. D'ailleurs, vous en témoignez parce qu'il n'y a jamais eu autant de mouvements et d'associations de riverains qui se sont constitués depuis 2 ans. Donc voilà, il y a des combats en effet à faire. Je vais fermer cette parenthèse, mais je crois que c'est important de le dire. Vous savez, il y a 2 sortes de maires. Il y a les maires qui sont aménageurs, il y a les maires qui sont bétonneurs. Les maires aménageurs, ils mettent en effet le curseur sur le développement durable, ils font en effet parfois, ils laissent certaines priorités qui sont tout à fait louables, comme le logement social par exemple, mais ils ont le courage politique de mettre le curseur sur l'urgence climatique. Et souvent, ce sont aussi des maires qui bénéficient de certaines marges financières parce qu'ils ont su faire une bonne gestion. Je veux dire, il y a aussi donc les maires bétonneurs. Les maires bétonneurs, ils sont en effet comme boussole la spéculation immobilière, parce qu'il y a des enjeux financiers derrière. Les droits de mutation, ça rapporte beaucoup. À Paris, c'est quand même 1 milliard d'euros, donc pourquoi s'en passer? Je ferme aussi cette parenthèse-là. Mais, enfin, j'ai pris une moyenne, 1,5 milliard peut-être par an. Mais voilà, 1 milliard, ça compte. Et puis aussi, il y a une course effrénée au logement social, même parfois dans des quartiers qui sont saturés. Donc, Madame Hidalgo, pour moi, elle a fait le choix vraiment clair d'être un maire bétonneur. Je vous l'ai dit, les droits de mutation, ça compte. Et c'est vrai qu'on espère beaucoup que le PLU bioclimatique n'aura pas que le nom de bioclimatique, mais surtout que ce PLU va enfin, en effet, éditer des règles qui seront en phase avec l'urgence climatique. Il y a des leviers. Alors nous, déjà, pendant la révision de 2016, on avait déposé, à l'époque c'était LKM qui était avec nous, on avait fait, je me rappelle, je l'avais co-signé, un vœu qui demandait que tous les espaces verts soient identifiés et sanctuarisés. Il a été refusé. Bon, je ne vous raconterai pas tous les amendements qu'on avait pu poser, mais celui-là a été quand même assez emblématique. Et c'est vrai que la révision de 2006 ou de 2016, ça s'est vraiment traduit par des règles qui étaient plutôt bénéficiaires à tous les protagonistes immobiliers et pas seulement justement à la défense de l'environnement et des espaces verts. J'ai pris beaucoup de notes tout à l'heure et c'est vrai que je voudrais quand même vous répondre sur certains points. Le 12 et le 14, s'ils sont beaucoup densifiés, je trouve que vous avez été très clément, que ce soit d'ailleurs la seule maire écologiste qui est dans le 12e arrondissement et qui laisse passer toutes les délibérations, mais qui laisse d'ailleurs passer les délibérations depuis qu'elle est maire, mais qui laissait passer aussi avant. Mais le 12 et le 14, je vous rappelle juste que ce sont des arrondissements dits de bascule. C'est-à-dire si le 12 et le 14 sont à gauche, la municipalité centrale, l'hôtel de ville est à gauche. S'ils passent à droite, la mairie est à droite. Je pense que vous avez compris que le logement est un levier électoraliste et que si ces arrondissements sont autant densifiés, c'est aussi avec certaines arrière-pensées. Pour le PLU, le PLU, non mais il faut juste quand même le dire. Le PLU, voilà les marges de manœuvre qu'il peut y avoir. Tout d'abord, dans les outils, c'est vrai, je pense que la ville de Paris doit vraiment se doter d'outils performants pour mesurer justement les espaces verts et l'évolution. Parce qu'il y a beaucoup de chiffres qui sont annoncés, mais il n'y a jamais d'évolution
de cartographie. Maintenant, on peut utiliser des satellites, on peut utiliser plein d'indices. Et donc, je pense que dans ce PLU doit être le moment fort. On doit mettre en place des outils qui permettent d'évaluer les objectifs et puis les réalisations. Et je pense que notamment avec tous les projets de densification actuels, c'est vrai que si on avait ces indices de cartographie, par exemple, par drone ou par satellite, on pourrait en effet appuyer d'ailleurs toutes vos actions. Il y a aussi, on a parlé tout à l'heure des bureaux, en effet, la transformation de bureaux à Paris. Il faut savoir qu'on est sur un rythme de 400 logements par an. C'est rien du tout. Alors là, il y a eu en effet réinventé Paris 3, mais quand on regarde les chiffres, tout ce qui a été annoncé de 60 000 m² de transformation, ce n'est ni plus ni moins ce qui se faisait déjà, c'est-à-dire un rythme très lent. Et là, en effet, il doit y avoir aussi une volonté politique pour essayer, en effet, d'accélérer cette tendance de transformation qui est un véritable levier. Dans les leviers aussi, nous, on attend beaucoup que la ville utilise l'évolution de la modularité des bâtiments, la modularité des espaces. Il y a aussi l'optimisation des sous-sols. Il y a plein de pistes à utiliser pour faire en sorte, en effet, de moins densifier Paris et essayer justement d'aménager des cadres de qualité. Je finirai simplement sur la consultation, sur la démocratie participative. C'est vrai que ça fait mal au cœur quand on voit des associations, comme vous avez dit, madame, qui travaillent beaucoup en bénévolat, mais qui donnent tout le temps, qui écrit et qui donnent énormément d'arguments travaillés et écrits. Sachez aussi que les élus d'opposition ne sont pas plus, j'allais dire, associés aux décisions et que donc on subit beaucoup de choses. Mais je ne veux pas être rabat-joie, mais au prochain Conseil de Paris, il va y avoir un vote sur la création d'une consultation citoyenne où la ville tire au sort des personnes, un peu comme ça s'est fait pour la consultation citoyenne du PLU. Donc des personnes qui sont tirées au sort, qui sont formées. Et moi, je vais vous dire, j'ai vraiment l'impression que parce que justement, il y a beaucoup d'associations qui ne sont pas, j'allais dire, dans les bottes de la mairie, et parce que les conseils de quartier aussi, qui je trouve sous sa mandature, font vraiment aussi prévaloir leurs idées et ne sont pas simplement là pour valider les décisions, voilà, j'ai l'impression que la mairie de Paris est en train de créer un nouvel outil qui sera encore voilà, un petit peu orienté parce que formé, parce que avec des questions tout le temps, comme ça avait été le cas pour j'ai pas le temps d'en parler, mais la conférence PLU citoyenne. Et donc voilà, moi je suis un peu pessimiste parce que je sens qu'il n'y a pas une volonté de lâcher prise de la mairie. Moi, je suis pour la mise en place de designers urbains, par exemple, en amont des projets, parce que ce sont les designers qui font la concertation, mais de façon totalement objective, par exemple. Et je sens qu'il n'y a pas de lâcher prise de côté de la ville, et qu'au contraire, on est en train de créer encore des nouveaux outils qui seront, j'allais dire, un petit peu influencés ou biaisés. Voilà, merci à tous. Merci beaucoup. Merci pour nous avoir annoncé qu'un nouvel outil allait sortir. Nous serons très vigilants. Je passe la parole à Danielle Simonet. Alors Danielle Simonet, moi je suis conseillère de Paris France Insoumise, donc je suis dans le non-groupe à moi toute seule, étant la seule conseillère de Paris France Insoumise. Voilà. Donc j'ai pas trop bien compris en fait ce que vous attendiez de nous, parce que la question finalement elle est très générale. Donc du coup je vais essayer de me calquer sur ce que vous venez de faire comme exposé Valérie Moutandon, ce qui nous permettra de voir les points d'accord, les points de désaccord, et peut-être que c'est ainsi que le débat avancera. Moi je suis en radical désaccord sur le fait d'opposer la question de l'urgence sociale et la question de l'urgence écologique, et de faire croire que si Paris bétonne, c'est parce que Paris veut faire un Paris populaire. Je pense que c'est totalement faux, et que par contre, dans la façon dont Paris bétonne, eh bien Paris bétonne et gentrifie autant qu'il fait une ville antisociale et anti-écologique. Et moi j'étais très attentif à ce qui a pu être dit précédemment, notamment par Yves Contasso, je me retrouvais totalement sur le fait que depuis des années, en fait, Paris a privatisé sa politique d'urbanisme. C'est-à-dire les logiques de soumission à l'austérité a fait que plutôt que de penser la stratégie urbaine et quelle ville on veut pour demain, eh bien parcelle après parcelle, à travers le mot vachement innovant et moderne de réinventer Paris, a proposé eh bien, aux promoteurs privés de s'éclater sur le terrain de jeu qu'est la ville de Paris. Et j'aimais bien moi la formule du Monopoly qu'avait pu développer la FNE, qui incarnait bien que Paris était devenu un Monopoly. Et avec des projets d'urbanisme qui ne cherchaient pas à répondre aux besoins sociaux et aux urgences écologiques, mais permettaient aux promoteurs privés de s'éclater sur leur plus grande rentabilité. Parce qu'on est à une étape du capitalisme où la logique, elle est de se spatialiser, et que la rentabilité à court terme du foncier est énorme, est encore plus importante que le jeu boursier dans certaines entreprises productives. Et qu'on est face à cette réalité-là. Et donc, on voit bien que la logique de l'urbanisation a conduit à cela, avec évidemment toutes les aberrations écologiques. Je pense également
qu'il faut penser Paris dans la dimension bien plus large géographique que périphérique. Et qu'il va falloir absolument arrêter le discours d'attractivité du territoire. Alors ça peut paraître bizarre parce que nous, ça veut dire quoi? J'ai pas envie d'un Paris repoussoir, le contraire n'est pas vrai. Mais la logique d'attractivité du territoire fait que Paris cherche à tout prix à capter le maximum de sièges d'entreprise, et Paris est excédentaire en emploi, et que la question finalement de la pollution est pour moi pas simplement une question de voiture, mais c'est d'abord, avant d'être une question de voiture, une question d'aménagement du territoire, où les distances domicile-travail n'ont pas cessé de s'allonger, parce qu'on a vraiment une organisation de discrimination sociale spatiale du territoire francilien. Et que Paris donc devrait arrêter de chercher à être excédentaire en emploi, et qu'il faudrait au contraire relocaliser de l'emploi là où il est déficitaire, comme dans le 93, et que par contre, Paris doit avoir une politique très ambitieuse en termes de logement social pour permettre à celles et ceux qui sont les premiers de corvée, qui ont été expulsés de Paris, de pouvoir revenir dans Paris. Et qu'à mon avis, c'est une question essentielle. Alors vous allez me dire, est-ce qu'on est très loin du PLU? Alors on n'est pas loin du PLU, parce que l'enjeu du PLU, ça doit être évidemment les reconquêtes de pleine terre, et en même temps la bataille pour la transformation de tous les mètres carrés de bureaux en logements, pour pouvoir répondre à l'enjeu social sans bétonner Paris. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'incompatibilité entre l'enjeu de répondre à la demande sociale de logement social et de préserver et d'augmenter la pleine terre. Et la solution, eh bien, c'est appliquer la réquisition sur les logements vides, la transformation des bureaux en logements, et une stratégie offensive de préemption. Et il est possible de le faire de la sorte. Donc cette question pour moi de l'attractivité est importante. Sur la question du retour en pleine terre, enfin de l'extension du retour en pleine terre, moi j'avais défendu le fait qu'il faudrait avoir absolument une cartographie détaillée des sous-sols qui soit accessible aux citoyens, pour que les citoyens puissent aussi se projeter sur la faisabilité des reconquêtes de pleine terre. J'ai vu dans une délibération au prochain Conseil de Paris sur le plan Arbre qu'il allait avoir une cartographie de la trame brune, pardon, de la trame brune, qui n'a rien à voir avec la zémorisation actuelle. La trame brune, c'est vraiment la question des sous-sols de pleine terre. Bon. Et c'est une question extrêmement importante pour qu'on puisse tous se projeter sur les endroits de conquête possibles. Parce qu'il faudra à la fois dans le PLU, évidemment, augmenter les zones urbaines vertes où il est hors de question de bétonner, retirer toutes les mesures qu'il y avait dans le précédent PLU qui permettaient quand même de grappiller tout autour de certaines zones au nom d'un espace, je ne sais plus comment ça s'appelait, la zone Z ou je ne sais plus quoi, il y a une lettre, voilà. Mais ça veut dire que cette carte des sous-sols est importante. Moi j'aurais aimé vous poser la question dans la partie antérieure du débat, si vous aviez déjà bossé sur la question des sous-sols et sur la question notamment des canalisations, parce qu'on va débattre aussi de la CPCU et de Climaespace. Et il y a des enjeux écologiques en termes de maîtrise d'énergie, par exemple de développer l'accès à la CPCU avec plein d'interrogations, où il va falloir sortir des énergies carbonées, mais on sait aussi que les énergies renouvelables, il va falloir réduire celles qui viennent de la biomasse et des usines d'incinération des déchets, parce qu'on est voué à diminuer nos déchets. Bon. Et en même temps, l'augmentation des canaux, des canalisations en sous-sol, quel impact ça a par rapport à la pleine terre? Je trouve que c'est un sujet important. Moi, je suis très inquiète par les projets de Climaespace de la ville de Paris, qui veut absolument permettre que tout le monde ait accès à la climatisation. Alors, c'est vrai que la climatisation de la Climaespace est beaucoup moins énergivore que quand chacun fait sa propre climatisation. Mais enfin, au secours, quoi. Parce que si tous les sous-sols sont grignotés comme ça, quel est l'impact que ça a pour la reconquête en pleine terre? Et il faut au contraire penser autrement les réhabilitations thermiques et sortir des matériaux polluants et sortir du tout béton, être vraiment sur le bois, terre crue, paille, qui permettent à l'arrivée d'avoir des bâtiments qui ne nécessitent ni climatisation, ni même chauffage l'hiver. Donc il y a toutes ces ambitions-là. Sur les questions de PLU, je pense qu'il y aura aussi un enjeu de se battre sur les localisations en termes de services publics. Je vous donne un exemple. Il y a un projet de privatisation, enfin qui n'est même plus à l'état de projet, hein, de privatisation d'un tiers de l'hôpital Hôtel-Dieu, pour faire notamment un restaurant gastronomique. Est-ce que c'est ça l'enjeu d'intérêt général? On sort quand même
d'une période de crise sanitaire qui n'est pas toujours derrière nous, hein, et pendant laquelle le gouvernement a continué à supprimer des lits d'hôpitaux. On a par ailleurs des enjeux. Regardez la problématique du crack, on voit pertinemment qu'à l'Hôtel-Dieu, il y aurait une pertinence d'avoir un lieu adapté en plein centre de Paris, d'hébergement, d'accès aux soins et de sortie de la dépendance. Il y a plein de projets sanitaires à faire dans cet hôpital. S'il y a un changement du PLU pour permettre la construction de ce restaurant gastronomique, vous verrez que le coup d'après, ça deviendra un hôtel 5 étoiles, enfin 5 étoiles, je suis au pif, je n'ai pas les nombres d'étoiles, je ne maîtrise pas le sujet, mais comme il y a pu avoir par exemple à Lyon. Et la bataille de défense de nos services publics existants et d'anticipation, de planification des parcelles qu'on doit réserver en futur équipement public, parce qu'on manque de réponses en termes de services publics sur tout un tas de domaines et de dimensions, est aussi une bataille du PLU, et qu'elle est extrêmement importante, parce que sinon, c'est le privé qui s'y mène, et vous savez les conséquences. Je terminerai sur la question de la démocratie. Alors là, les limites de la concertation, je ne sais pas quoi vous dire, mais c'est tellement une vaste hypocrisie tout cela. Moi, je pense qu'il y a une mesure importante que je n'ai pas entendue, mais j'ai entendu le mot référendum, ça serait d'instaurer le RIC local, le référendum d'initiative citoyenne locale. Et pour pouvoir, au bout de tant de pétitions, de 5% par exemple des citoyens sur le territoire concerné, que les citoyens puissent exiger par pétition un vote pour l'abandon d'un projet déjà engagé ou pour au contraire porter un projet, mais qu'ils puissent agir. C'est-à-dire qu'à chaque fois que la démocratie est évoquée par le Conseil de Paris, ça n'est jamais une démocratie qui peut à un moment donné changer pour des choses et agir concrètement pour des choses. Et je terminerai ensuite tous les enjeux de la bataille du PLU et tous les enjeux urbanistes, écologiques et sociaux aujourd'hui, ne croyez pas qu'ils sont déconnectés de la question des Jeux Olympiques, qui fonctionnent comme un accélérateur à rentabilité du capital investi dans la ville, avec toutes ses conséquences antisociales et anti-écologiques. Merci à tous vos travaux, parce que moi, en tant qu'élu seul, je lis attentivement toutes vos productions et ça alimente bon nombre de mes interventions. Bon, je passe de l'autre côté. Monsieur Davio. Oui, bonjour à tous, Jean-Philippe Davio, conseiller de Paris, élu du 18e. Je représente le groupe Paris en commun, donc j'ai bien conscience que je suis là en terrain conquis. Mais bon, l'essentiel effectivement est que ce débat ait lieu, parce que c'est au moment où nous sommes de réflexion sur le PLU, je pense qu'il est utile évidemment qu'on ait cet échange. Premier point sur le PLU et en lien avec ce qui vient d'être dit et ce que j'entends tout à l'heure finalement sur la dimension démocratique, des échanges, de la capacité des associations, des collectifs, des habitants tout simplement de peser sur les décisions. Vous savez, mais enfin je le redis quand même, le PLU, c'est pas demain matin qu'il va être adopté. On reste à 2023 de débat, d'évolution de ce texte. Donc c'est pas quelque chose qui va passer comme ça en quelques mois au Conseil de Paris. Il va y avoir un vrai travail dans la durée. Premier point. Deuxième point, toujours sur l'aspect démocratique, je voudrais dire quelque chose concernant la concertation. Deux points. Premier point, moi je ne connais pas un projet aujourd'hui qui se concrétise comme il avait été conçu à l'origine. Je n'en connais pas un seul. Et si l'un d'entre vous peut m'en donner un exemple, je suis preneur, je n'en connais pas un seul. Pourquoi? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, la concertation, elle a des effets. Monsieur Ansart est là, face à moi, et donc il connaît bien le sujet. Où sommes-nous ici? À la Pajol. Peut-être un certain nombre d'entre vous le savent, mais à l'origine, le projet qui est daté d'une précédente majorité parisienne de ce secteur, c'était des centaines de logements. Vous vous en souvenez, monsieur Ansart? Des centaines de logements, 600, je l'entends dans la salle, c'est exactement ça. Eh bien, que s'est-il passé? Il y a eu une mobilisation des associations, mobilisation des élus du 18e, il y a eu des discussions, ça a duré des années, 10 ans à peu près, hein, je ne me trompe pas, voilà, 10 ans, et au bout du bout, voilà, nous sommes ici dans Alpajol, où il y a une bibliothèque, où il y a un gymnase, où il y a quelques commerces, où il y a cette auberge de jeunesse, où il y a le collège à côté, etc., etc. Voilà, aujourd'hui à Paris, c'est comme ça que ça se passe, c'est-à-dire que la concertation, si elle a des effets, alors attendez, elle a des effets. Et je voudrais quand même attirer votre attention sur une chose. On ne peut pas dire, lorsque l'issue de la concertation n'est pas conforme à ce que l'on souhaite, on ne peut pas dire qu'elle n'a pas eu lieu.
La concertation. Non, mais moi je le dis. Parce que je l'ai entendu dans un certain nombre de cas, vous voyez, où on faisait des concertations et au bout du bout, une partie, parce qu'aujourd'hui tout le monde n'est pas du même avis, donc nous nous trouvons finalement au milieu de demandes parfois contradictoires et à nous d'essayer de trouver un chemin au milieu de tout cela. Mais donc dans ce cadre-là, il arrive à une partie de dire ben non, la concertation n'a pas eu lieu parce que finalement on ne s'y retrouve pas dans les conclusions de cette concertation. Et moi je rappelle que la concertation, ça veut dire effectivement de discuter, d'écouter les demandes, les propositions des uns et des autres, et puis ça veut dire après, voilà, à partir de tout cela, trouver le chemin qui nous paraît, nous élus, parce qu'au bout du bout, voilà, c'est notre rôle, c'est notre boulot, et on prend notre responsabilité là-dessus. Au bout du bout, c'est ce qui nous paraît le mieux servir l'intérêt général, puisque c'est évidemment pour ça que nous sommes là. Maintenant, sur ce qui concerne le PLU, moi je voudrais vous dire quelle est notre conviction, et je sais qu'elle ne sera pas forcément très populaire, mais je le dis simplement, et notamment sur le débat sur la densification. Nous ne sommes pas contre une certaine densification. Tout dépend de ce que l'on appelle densification, évidemment. Quand il s'agit, par exemple, du projet de la Gare du Nord, et Madame en sait quelque chose, nous siégions en même temps en commission départementale d'aménagement commercial. Alors j'y siégeais à l'époque en tant qu'élu de la région. J'ai évidemment voté contre ce projet de la Gare du Nord, parce qu'il n'avait absolument aucun sens. Et que pour nous, il n'y avait aucun sens à ce qu'une gare se transforme en centre commercial, ça n'est pas sa vocation. Voilà, donc ça, il n'y avait pas de débat là-dessus. Il n'y avait pas de débat. La maire a signé un protocole. J'ai voté contre. À la CDAC, voilà. Lorsque, en revanche, on parle, et vous évoquiez tout à l'heure, Madame Otando, le 12e ou le 14e, et je pourrais évoquer le 18e de la même manière, qui sont des arrondissements périphériques, qui sont quasiment les derniers arrondissements à Paris, qui ont un peu de foncier, notamment beaucoup sur des emprises SNCF pour ce qui nous concerne. Moi, je n'ai pas de difficulté, et nous, Paris en commun, et les élus du 18e de la majorité n'ont pas de difficulté en discussion entre nous. Je dis à mon collègue Émile, évidemment, en pensant à un projet précis ordinaire poissonnier, moi, je n'ai pas de difficulté à ce que l'on construise du logement, parce que au bout du bout, quand même, notre sujet, on ne va pas loger tous les Français qui ont besoin d'être logés. Tous ne pourront pas être logés à Paris, c'est une évidence. Et j'entendais tout à l'heure, je crois que c'était toi, Daniel, qui disait ça, et je suis parfaitement d'accord. La réflexion sur le logement, elle ne doit pas se limiter aux frontières de Paris. Évidemment, elle est à l'échelle de la métropole, et c'est même un des motifs de la création de cette métropole, c'était de réfléchir à cette échelle-là. Mais une certaine densification afin d'augmenter le parc de logement, moi, je l'assume parfaitement. Mais elle ne se fait pas dans n'importe quelle condition. Par exemple, sur les bureaux, on peut effectivement créer du logement dans les bureaux. Il faut savoir quand même que les chiffres qui ont été donnés, qui effectivement sont à peu près ceux-là. Pourquoi? Pas par manque de volonté politique. Simplement, vous avez une bonne part des bureaux vacants aujourd'hui qui ne se prêtent absolument pas à la transformation en logement, ou alors à des coûts absolument exorbitants qui fait que ça n'a plus aucun sens. Voilà, on a quand même un certain nombre de réalités comme ça. Les logements vacants, on entend souvent ça, les logements vacants. Oui, il y en a des logements vacants. Ceci dit, si on fait de l'addition ou l'examen plus exactement un peu de ce que sont ces logements, la plupart du temps sont des logements trop de location, ou des logements qui attendent des travaux, ou qui sont en trop mauvais état pour être loués, etc. Donc il y en a un petit peu à récupérer, mais on est loin du bout. Donc la question pour nous, elle est, est-ce qu'on accepte une certaine densification raisonnable? Ça va de soi, on ne va pas construire n'importe quoi, n'importe où. Est-ce qu'on accepte à certains endroits de déconstruire aussi, parce qu'on l'a fait, hein? Ça peut être ça aussi, des immeubles de bureaux des années 60 totalement obsolètes. Et on peut les détruire. Et on peut reconstruire à la place, peut-être rien d'ailleurs, faire de l'espace, on peut construire peut-être du logement, enfin, tout est envisageable. Ce que je veux dire, c'est que dans notre réflexion, la densification, c'est pas ajouter. La ville, elle vit, la ville, elle est mouvante. Donc voilà, il y a des destinations qui peuvent changer, et si tout ça se fait en faveur du logement sans une densification excessive, tant mieux. Et puis il y a des zones comme on a ici dans le 18e, quelques nouveaux quartiers, et bien très bien, mais tout ça ne se fait pas jusque-là, et notamment dans les dernières années, tout ça ne s'est pas fait au détriment, par exemple, de la nature en ville. Je rappelle quand même, 30 hectares dans Paris, 30 hectares dans Paris. 30 hectares, vous connaissez beaucoup de villes, vous non, si vous voulez me laisser parler, ce serait sympathique. 30 hectares, 36 nouveaux parcs, 11 extensions. Vous pensez que c'est anecdotique, ça, dans une ville qui fait 105 km²? C'est quand même une vraie volonté. Pardon? On va essayer 30 arbres. Non, mais il n'existe pas les 30 hectares. Moi, je prends au défi. Alors, on peut contester tout, moi je veux bien.
on peut contester Prenons tout. les cartes et montrons-les. Il s'est fait plus de parcs et jardins à Paris sous la période de 1974-2000. Mais si, monsieur, les chiffres, on atteint. Mais ça n'est pas comparable. Ça n'est pas comparable. Mais non, parce que tout simplement, c'est tout simplement. Ces 90 hectares n'existent pas. Moi, je suis prêt à prendre le débat. Mais volontiers. Moi, je vous dis les chiffres que j'ai, que je n'ai pas entendu souvent à contester. Et je continue. C'est de l'ouverture au public, c'est pas de la création. Je continue. Bah, ça compte l'ouverture au public, me semble-t-il. C'est pour ça qu'on demande une carte. Il y a des cibles. Alors, attendez, je continue. Il y a 17% d'occupés de logements, il est là-bas. Non, mais vous savez très bien que tous ne sont pas utilisables de très loin. Mais on fait ce qu'on peut. Contre les locations saisonnières, par exemple, vous avez quand même que la ville de Paris se bagarre avec beaucoup d'énergie contre la location saisonnière, qui fait des dizaines de milliers de logements qui ne sont pas utilisables pour la location pour des Parisiens qui ont besoin de se loger. Enfin, voilà. Attendez, mais non. Juste, je termine, monsieur, parce que vous avez sans doute été trop long pour défendre mes convictions. Juste, ce que je veux indiquer là, c'est que le fond de mon propos, c'est de dire on peut avoir une certaine densification, mais qui n'exclut pas plus de nature en ville, plus d'espace. Quand on fait les rues aux écoles, bah, c'est plus d'espace. Quand on va supprimer une place de stationnement sur 2, eh bien, c'est de l'espace qui est rendu aux habitants et beaucoup moins pour la voiture, etc. C'est intéressant comme réaction, ça. Je pourrais y venir parce que je m'en occupe dans le 18e, donc je connais très bien le sujet. Donc voilà, pour nous, tout cela ne s'exclut pas. Et nous pensons que le PLU, dans cette dimension bioclimatique, qui n'est pas juste un terme marketing, mais qui, je pense, est effectivement la vraie identité que doit avoir ce PLU, je pense qu'il peut allier à la fois une certaine densification nécessaire, et nous l'assumons, et aussi cette dimension bioclimatique. Merci. Monsieur Dallot, l'exercice n'était pas facile, je le conçois pour vous. Monsieur Delplanque, et après Monsieur Honoré, et on terminera par Émile Meunier. Bonjour, David Delplanque, élu au 10e arrondissement du groupe Génération. Alors, tout d'abord, je voulais dire qu'on remerciait le FNE Paris et qu'on venait ici, déjà notre premier but pour venir ici, je suis accompagné d'ailleurs d'Arthur Wolf, élu au 15e arrondissement, très mobilisé sur les sujets liés à la Seine. C'était pour vous entendre, parce qu'on vient quand même de passer 1 an et demi, là, où toutes les réunions publiques sur les projets d'urbanisme se faisaient toutes à distance, en visio. Et en tant que militant associatif également, très impliqué avant les élections et toujours après d'ailleurs sur le projet de la gare du Nord, on a bien senti que c'était plus difficile pour les associations de se mobiliser. Justement, il y a quelqu'un tout à l'heure qui parlait de se mettre en réseau, de continuer à avoir plus de monde, parce que toutes ces présentations de projets faites à distance vraiment perdaient. C'est beaucoup plus dur de rester attentif une réunion d'1h30, 2 heures derrière son écran, que quand c'est en vrai dans une réunion publique. Donc ça déjà, je tiens à remercier la FNE Paris parce que moi je trouve ça très important et je suis très content d'être là aujourd'hui et de vous avoir tous entendus. On a parlé de beaucoup de sujets aujourd'hui, j'ai entendu beaucoup de choses et notamment sur l'importance du PLU. L'importance du PLU et les impacts qu'il peut avoir. Celui de 2016, on voit bien tout ce qu'il a permis et toutes les dérives qu'il y a pu avoir à cause de ce PLU. Mais du coup, à l'inverse, c'est tout ce qu'il peut permettre également. C'est une pièce d'urbanisme qui est vraiment la base de beaucoup de choses pour la suite. Et comme disait M. Cofflard, c'est aussi une base juridique sur laquelle après on pourra s'opposer contre le projet si nécessaire. Donc il est vraiment très important qu'il prenne du temps du coup à être élaboré et à avoir une révision, c'est normal. Et c'est primordial que du coup la voix des citoyens puisse être entendue dans l'élaboration de cette pièce de politique publique vraiment très importante. C'est pour ça qu'au groupe Génération, on défend un grand principe, c'est le principe du droit à la ville. Alors qu'est-ce qu'on entend par droit à la ville? C'est que les gens, les habitants, ceux qui travaillent dans une ville puissent s'approprier leur ville. Alors à la fin, ce qu'on peut entendre, c'est bien sûr s'approprier l'espace public, s'approprier comment on vit dans la ville. Mais ça va bien plus loin que ça. On souhaite que les gens, les habitants, ceux qui travaillent, puissent s'approprier la ville de demain. Comment on va la faire? Ce qu'elle va devenir. Et c'est pour ça que ce qui a été dit d'ailleurs beaucoup sur le diagnostic qui est fait, sur les grands enjeux auxquels devra répondre le PLU et les politiques publiques, il faut qu'il y ait une vraie concertation. Et pas une réunion publique, pas de la consultation comme on dit. Il faut vraiment qu'il y ait une démarche collaborative, constructive, ensemble, pour réussir à définir les vrais enjeux auxquels on doit répondre. Aujourd'hui,
on voit dans les concertations qu'il peut y avoir sur les grands projets urbains. On l'a vu sur la gare du Nord, on l'a vu sur d'autres projets comme Ordonneur Poissonnier ou autres. On a un porteur de projet qui vient avec un grand projet, qui par exemple a 100 000 m², j'ai n'importe quoi, de surface construite. Après on négocie, on a une concertation, et on arrive à la fin à 90 000 m², 80 000 m². Quand on est mobilisé, on se mobilise souvent à la fin, quand on voit le projet qui va arriver, on a l'impression de gagner. On a gagné quelque chose, on a gagné 10 000 m², on a gagné 20 000 m². Mais c'est un peu de la manipulation tout ça. On commence en arrivant en disant à pied de puce, il y aura 12 étages. Bon, on vous a entendu, il n'y en aura plus que 10. Mais qui, au début, on a entendu pour définir le diagnostic et qu'est-ce qu'il devrait y avoir sur cette parcelle? C'est là tout l'enjeu de la concertation qui se lance pour la réalisation du PLU bioclimatique. C'est pour ça que nous, on souhaite que dans ce PLU et dans la réalisation qui sera faite, que le principe de cette concertation sur le diagnostic soit vraiment un des principes constitutifs du PLU. Et pour revenir à ça, on a beaucoup entendu parler des intérêts privés, des choses comme ça. Des projets, alors je vais parler de la gare du Nord, c'est un des projets que je connais le mieux. Un PPP, enfin c'est pas un PPP, c'est une concession où en gros l'État décide de ne pas mettre 1 euro dans la rénovation d'un équipement emblématique et fait une concession de 50 ans à Auchan qui amènera l'argent pour construire. Et du coup, Auchan, pour que ce soit rentable pour lui, forcément il va construire un centre commercial de 5 étages, il va forcer les passagers à passer dans son centre commercial avant de prendre leur train. Et pourquoi? Parce que forcément, si on donne les clés du projet à un opérateur privé, il va défendre ses intérêts, l'intérêt économique, avant les intérêts généraux. C'est logique. Les projets où on donne les clés aux promoteurs privés sont à bannir. Le projet Réinventer Paris, par exemple, a été beaucoup ça. Je pense que c'était un mauvais choix. L'ensemble des projets de concertation, de concession, les PPP, sont vraiment des projets qui ne répondent plus aux enjeux d'aujourd'hui. S'ils ont été faits, et j'ai entendu, j'ai fait des réunions avec Emmanuel Grégoire qui nous a expliqué pourquoi il était important de signer le protocole d'accord pour la gare du Nord. Ce qui nous a été dit, c'est que si on ne le signe pas, pendant 3-4 ans, on va devoir réélaborer un projet, il ne se passera plus rien pendant la gare du Nord. Il a peut-être raison. Il a peut-être raison. Est-ce qu'il vaut mieux pas attendre 3 ans, 4 ans? Oui, c'est vrai que la situation est un peu dégradée, mais ne pas s'engager sur un projet où pendant 50 ans, on ne pourra plus rien toucher. Pendant 50 ans, on n'aurait peut-être pas pris les bonnes orientations au début, si nous pensons qu'il faut prendre son temps. Il faut prendre son temps de cette élaboration collective des projets, du diagnostic. C'est ce qu'on souhaite voir vraiment porter dans le PLU bioclimatique. Et nous pensons qu'en parallèle, nous pouvons quand même continuer à avoir une démarche efficace. Alors quand je dis efficace, c'est que des fois, un projet, si on veut faire une concertation réussie, si on veut justement aller voir le plus de gens qui sont impliqués par le projet, et c'est un enjeu d'ailleurs primordial, madame le disait très bien, on peut revenir d'ailleurs à la plateforme citoyenne qui va être mise en œuvre, avec les tirages au sort. Ce qui est proposé, c'est de tirer au sort sur les listes électorales. Pensons à la génération qu'il faut un peu plus ouvrir ce tirage au sort, parce que tout le monde n'est pas inscrit sur les listes électorales. Les 16-18 ans ne sont pas inscrits. Ceux qui vivent depuis toujours à Paris mais qui n'ont pas la nationalité française ne sont pas inscrits sur les listes électorales. On pense qu'il faut que les gens puissent vraiment s'insérer dans cette étape de construction des projets. Et je ne sais plus où je vais dire, je suis désolé. Mais... Ah oui, et du coup, ça pouvait prendre du temps, et qu'il y a une réponse à ce temps qu'il faut se donner pour élaborer des bons projets, une bonne politique urbaine, c'est l'urbanisme tactique. On pense que ça peut être une réponse pour faire des urbanismes tactiques. Alors c'est un mot un peu à la mode, mais en gros, ne pas se refuser de faire des projets sobres, très sobres, des projets réversibles, des projets éphémères qui vont être mis en œuvre pendant 6 mois, 1 an et demi, le temps que le futur d'une parcelle puisse être d'un immeuble abandonné. On a vu des squats avec des occupations temporaires qui ont pu après aboutir d'ailleurs à des grands projets, faire des tests, faire des choses. Et on pense que le PLU bioclimatique pourrait être également une possibilité d'ouvrir un petit peu le champ à ce genre de fonctionnement. Il nous reste 2 interventions avant que vous puissiez avoir un échange. Monsieur Audrey, présentez-vous. Oui, bonjour. Je suis Christian Audrey, élu du 18e arrondissement. Je suis du groupe Agir, majorité présidentielle.
Voilà. Je suis très heureux d'être ici. Je vois que je suis devant des gens passionnés, et vous avez raison. J'ai entendu tout à l'heure monsieur dire qu'il fallait mettre les politiques devant leurs responsabilités. Et je suis tout à fait d'accord. Et je suis aussi persuadé que le citoyen et les associations, et je ne dis pas ça par démagogie parce que je suis devant vous, ont un rôle éminent à jouer. Je vais vous citer 2 exemples concrets. On a voté dans la mandature précédente la création d'une piscine au stade Championnet. Je ne sais pas si vous connaissez. On avait mal lu la délibération parce qu'avec cette piscine, il y avait la création d'un immeuble qui allait empiéter sur le stade Championnet. Ce sont les habitants qui nous ont alertés. Nous les avons ensuite appuyés, accompagnés. Nous avons mis 4 mois pour faire annuler cette délibération et il n'y a plus d'immeuble sur le stade Championnet. Et je vous le dis, et je voulais le dire ici, nous étions en complète communion d'esprit et d'action avec le groupe Europe Écologique Les Verts. Il y a un deuxième exemple que je voudrais vous citer pour illustrer le propos que les associations et les habitants ont un rôle éminent, peut-être plus important que certains d'entre vous peuvent le penser dans la pièce. J'en suis persuadé. Je vais vous dire. Le deuxième projet, Olivier Ansart est témoin, parce que ça a été un des principaux acteurs, c'est celui sur la porte de la Chapelle. Une délibération nous a été proposée dans laquelle il y avait Arena 2 pour les Jeux Olympiques et l'aménagement urbain. Nous étions d'accord, nous, pour Arena, nous n'étions pas d'accord pour l'aménagement urbain, et encore une fois, je le dis parce que c'est ainsi, le groupe écologique Les Verts était d'accord avec nous. Mais la mairie avait cumulé les 2 projets pour nous obliger à voter. Olivier Ansart, tu te souviens, m'a prévenu en me disant, attention, devant Arena, ils vont construire un immeuble. Donc, j'ai proposé avec Pierre Bournazel, qui est le député du 18e arrondissement, un amendement, et nous avons fait supprimer cet immeuble qui se serait trouvé devant l'Arena, et nous avons proposé, nous avons relayé la demande des associations pour que ça devienne une agora. Voilà. Ça, c'est très important. Maintenant, je vais vous dire, comment vous le dire, l'écologie et l'environnement n'est pas pour moi, ne doit pas être un enjeu électoral. Parce que nous sommes tous solidaires. Nous habitons tous sur le même monde. Alors, je dis j'enfonce des portes ouvertes, mais parfois il faut le répéter. Et nous habitons tous dans la même ville. Et par conséquent, tout est de bonne volonté. Et quand, tout à l'heure, le monsieur a dit qu'il fallait qu'il y ait un rapport de force, je ne suis pas tout à fait d'accord, mais il n'a pas tout à fait tort. Il doit y avoir un rapport de force. Oui. Donc, je termine dans ma phrase. Je ne suis pas tout à fait d'accord, mais il n'a pas tout à fait tort, parce que si le rapport de force est nécessaire, ça veut dire qu'il n'y a pas de concertation. Ou en tout cas, que la concertation n'est pas menée de telle sorte que les habitants et les associations n'ont pas le sentiment d'être des acteurs de la prise de décision. Et c'est ça qui est important. Et je crois qu'on va au-delà de l'environnement, on va vers un nouveau mode de fonctionnement de l'action politique et de la gestion d'une ville. Une ville ne peut pas, bien entendu, je suis conscient, Mme Hidalgo a été élue. Et donc, si elle a été élue, c'est qu'elle a une majorité pour elle. Et donc, elle a été élue sur un programme. Donc, maintenant, les décisions qui sont prises, il faut que les associations et les habitants se mobilisent et que les élus de la majorité aient bien conscience qu'il faut absolument admettre que les habitants sont des acteurs. Tout à l'heure, Jean-François Daviau a parlé d'ordonnaire poissonnier. Oui, c'est vrai. C'est vrai, ça a évolué. J'étais là au début du projet, c'était catastrophique. C'était du bétonnage absolu.
Oui, d'accord. Enfin, oui, c'était pas un projet mairie, mais enfin, je veux dire qu'il y avait, comme il s'appelle Pascal Julien, qui était avec moi, on était les deux seuls à se battre parce que, excuse-moi, mais tes collègues, ils accompagnaient, hein. Bon. Ils accompagnaient. Eh ben oui, non, mais j'étais. Non, c'est pas grave. C'est pas grave. Mais, ouais. Oui, mais vous comprenez. Mais si on ne dit pas les choses, et c'est parce qu'il y a eu une mobilisation, que ce projet a été modifié, transformé, qu'il y a eu pression certainement sur SNCF, c'est ça? Voilà. Donc, mais oui, ça c'est le rôle de l'élu qui a fait pression parce que les habitants se sont mobilisés. Et c'est ce que je veux dire et c'est le fondamental. Je crois que nous sommes dans un monde où la situation est si grave au niveau de l'environnement, autre chose, dans d'autres domaines, bien entendu, mais je ne veux pas m'aventurer sur le domaine politique électoral, qu'il faut absolument que celui qui est en responsabilité prenne conscience que les habitants ont une parole forte et que donc il faut qu'ils soient, encore une fois, je le répète, acteurs de la décision. Voilà. Nous avions proposé, alors, pour ce qui concerne la végétalisation, nous étions intervenus aussi, porte de la Chapelle, pour qu'il y ait plus d'arbres. Et nous avons lutté contre le projet de Ménilmontant et nous avons voté contre la tour Triangle qui malheureusement a été faite. Il y a des succès, il y a des échecs. Oui, mais enfin, je veux dire que oui, la délibération a été adoptée. Voilà. La délibération sur le stade de Championnet a été plus simple. Elle a cassé la première délibération. Là, la tour Triangle, bon, je sais que beaucoup de gens se battent, mais la délibération a été votée. Si la délibération n'avait pas été votée, on n'en parlerait plus. Voilà. Donc, c'est important. Voilà ce que je voulais vous dire. Nous avions plusieurs propositions, mais là, je vois que Pierre Bournazel aurait été plus à même que moi de vous en parler. Mais il y a quelque chose qui me plaît bien, je voulais vous en parler. C'est dans ma rue, les arbres. Les arbres sont essentiels. Il faut en planter, j'allais dire, pardonnez-moi ce raccourci, il faut en planter partout où l'on peut. Partout où l'on peut. Et il faut en planter partout où l'on peut. Et quand on me dit des chiffres, je dis, on ne doit pas donner de chiffres. On plante là où on peut. Sans vouloir, parce que ça va être la course à la Charlotte, certains disent 170 000, d'autres vont dire, l'opposant va dire 180 000, et celui qui veut faire plus blanc que blanc, il va dire 190 000, etc. Donc moi, je ne m'aventure pas dans ces chiffres, je dis il faut planter le maximum d'arbres partout où cela est nécessaire. Et nous avions proposé dans le dispositif dans ma rue, c'est-à-dire qu'un habitant considère que dans sa rue, il y a la place de planter un arbre, il le signale, on vérifie, et si c'est possible, on plante. Voilà. Voilà, madame. Monsieur Meunier, vous voulez terminer le tour de table? Rapidement, pour qu'on puisse avoir quelques questions. J'avais mis un petit carnet de mesures. Bon, déjà, merci beaucoup à vous toutes et tous d'être restés aussi longtemps. Évidemment, c'est des sujets qui nous passionnent, mais ça fait plaisir de voir qu'on va pouvoir aller jusqu'au bout. Merci à FNE, parce que je dois vous dire que vous faites vraiment un travail formidable. Quand je dis FNE, c'est toutes les associations et collectifs que vous agrégez. Cet événement, moi, il m'a marqué parce que la première partie où vous avez fait défiler les projets, en fait, de mettre tous ces projets et il y en a tellement d'autres, comme ça, rapidement, on se rend compte que, en fait, moi, ça m'a fait l'image de la banquise qu'ils font, en fait. Voilà. Paris avait des espaces libres, verts, protégés, et de demi-parcelle en demi-parcelle, de mètre en mètre, et ben, elles font comme la neige au soleil, elle est remplacée par le béton. Et c'est une des raisons pour laquelle, moi je suis tout nouvel élu, hein, ça fait depuis 1 an et quelques mois, je me suis engagé auprès de Anne-Claire Boux et David Belliard, parce que je voyais ça de mes yeux, et l'électrochoc, ça a été Chapelle Internationale, je ne sais pas si vous connaissez dans le 18e, mais comment on a pu sortir cette horreur de terre. Voilà. Je le dis comme je le pense, c'est le projet, même des années 90, on n'osait pas en faire comme ça.
me voilà élu et grâce à mon groupe, je me retrouve président de la commission urbanisme et logement. Et de la même manière, maintenant que je peux mettre mon nez dans les délibérations de façon précise et que j'ai certaines prérogatives qui me permettent d'aller demander des comptes, à la fois à l'exécutif et à l'administration, je me rends compte que c'est pire que ce que j'imaginais. Et pour moi, la tâche, je vous parle en toute franchise, hein, la tâche dans le PLU, c'est 2016. Parce qu'en fait, ça a été dit, la révision 2006, c'était certes de la densité, mais de la densité axée sur le logement et raisonnée. En 2016, c'était YOLO. Je ne veux pas savoir qu'est-ce qui s'est passé, quelles ont été les tractations. Et franchement, j'aimerais bien, pour savoir comment est-ce qu'on a pu aboutir à un PLU qui permet des immeubles ponts, qui permet de densifier tous les cœurs d'îlots, qui a augmenté le vélum, vous savez, la hauteur moyenne qu'on peut voir de sa fenêtre, qui l'a augmenté. Donc en fait, on a densifié et en élargissant et en hauteur. Et après, je suis désolé, moi, quand on me dit qu'on fait un peu d'espace vert, qu'on a réussi à avoir 30 hectares, franchement, j'ai les boules. Parce que c'est pas ce que je vois délibération après délibération. Et d'ailleurs, j'ai demandé, avec le groupe écologiste, et je salue ma présidente Fatoumata Koné qui me fait plaisir d'être ici avec nous ce soir, preuve de soutien de tout le groupe écolo sur ces questions-là, j'ai demandé avec le groupe écolo qu'on ait justement cette carte dont vous avez parlé, là, de permis de construire après permis de construire, c'est toi Yves, cher Yves Contasso, on va la voir logiquement dans le diagnostic. Bon, on va pouvoir se rendre compte comment la banquise a fondu. Et là, j'espère que ça va être l'électrochoc qui va même faire bouger ceux qui pensent qu'on a bien fait jusqu'à présent. Alors comment nous, les écologistes, on rentre dans cette révision du PLU? C'est très simple, par la question climatique. Il y a encore une étude qui vient de tomber. Ce qu'on attendait en 2050, les catastrophes qu'on attendait en 2050, nous les aurons en 2030 à Paris. Pourquoi? Parce qu'on vient de le dire, Paris est particulièrement densifié, Paris est particulièrement minéral, Paris est très imperméabilisé, 90% d'imperméabilisation des parcelles, et il y a très peu d'espace vert. En gros, toutes les conditions pour faire en sorte que si on a un dôme de chaleur à la canadienne, un jour, et il arrivera, soyez-en certains, écoutez, ce sera des drames humains. Voilà, il faut le savoir. Donc nous avons élu cette conscience-là de la question, et il faut bouger. C'est d'ailleurs le deal pour avoir rejoint la majorité municipale, c'est de dire on veut un PLU bioclimatique. Alors ensuite, qu'est-ce que c'est qu'un PLU bioclimatique? Écoutez, c'est un PLU où on doit, pour le dire assez simplement, augmenter massivement les espaces de respiration et de rafraîchissement. Ce qui est à peu près l'opposé de ce qu'on fait jusqu'à maintenant. Je ne reviens pas sur nos histoires de bétonisation ou de densification. Qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, il y a plein de mesures. On a fait un document très complet qu'on ne va pas tarder à publier. On a fait un projet de PADD qu'on a envoyé, etc. Pour aller vite, 3 grandes mesures. On baisse le vélum, on baisse les hauteurs, on arrête de faire du R+11, on arrête même de faire du R+9, on revient à des hauteurs humaines, c'est-à-dire R+7, avec un petit étage en plus, un peu décalé, pour qu'on puisse voir le ciel, etc. On sanctuarise tous les espaces libres, et pas seulement les espaces verts, les espaces libres, les espaces non bâtis, en prise de sol non bâtis, on les sanctuarise. Voilà, c'est pas compliqué. Et là, j'en arrive au 3e point, on augmente massivement la pleine terre. Alors, il y a ce qu'on peut faire dès maintenant sans passer par le PLU, il suffit de bitumer, de poser, il faut avoir la carte, on va la voir, etc. Mais il va falloir créer des nouveaux parcs. Et quand je dis créer des parcs, je ne dis pas confier à la SNCF le soin de faire un petit square en échange de tours de bureau, comme on a eu l'habitude de faire jusqu'à maintenant. Je dis que la puissance publique doit reprendre la main sur son foncier, doit remettre les mains sur le volant. Vu la rareté et la cherté du foncier, on ne peut pas se permettre de laisser ça à des intérêts privés. Pour faire quoi? Moi, je propose avec le groupe écologiste, à minima, et on peut le faire dans le PLU, ça s'appelle des réserves publiques, c'est ça, préservées, espace vert, c'est-à-dire que quand la personne va vendre, la puissance publique se doit de racheter au prix du marché ou au prix de France Domaine, pour faire quoi? Détruire et faire des espaces verts. Je veux 1 hectare de pleine terre d'un seul tenant dans chaque arrondissement
en plus. Voilà. C'est un chiffre, il est clair, il est précis, et ça veut dire qu'il faudra faire des provisions financières pour pouvoir l'acheter le moment venu, quand on voudra lever les réserves. Et là, on va arriver à un moment de vérité. Est-ce que, dans le plan d'investissement de la mandature qui tarde un peu à sortir, et on pousse pour qu'il sorte, est-ce qu'on va avoir ces finances pour financer des espaces verts supplémentaires ou non? Ça va être très rapide à savoir. Comme ça va être très rapide à savoir si on est prêt, dans le PADD qui doit contenir des objectifs chiffrés, à avoir des espaces verts supplémentaires. Voilà en gros les 3 points principaux du PLU bioclimatique. Je suis vraiment désolé, j'ai besoin quand même de dire un mot sur les logements parce que je ne voudrais pas qu'on laisse penser que les écologistes, comme trop souvent c'est dit, ah, vous faites des arbres et les gens ils se les jouent. Je vais vous dire où ils se logent les gens. Mais avant ça, je vais quand même soutenir l'histoire des moratoires parce que dès l'ouverture du travaux sur le PADD et pas lors du vote, moi je dis que dès l'ouverture des travaux sur le PADD, il va falloir absolument un moratoire sur tous les projets qui ne correspondent pas peu ou prou aux grandes orientations que je viens de vous donner. Voilà. Et ça, nous le demanderons et on verra bien qui assume d'aller jusqu'au bout sur ce point. Sur le logement social, déjà, il faut loger les gens et il faut du logement social parce que le prix du foncier, voilà, le marché ne répond pas et donc il faut, et on le dit, un objectif de 30% de logement social en 2030. On est à 22 en ce moment. Où on le fait? Eh bien, je dis qu'on peut construire encore du logement social. Simplement, à Paris, jusqu'à présent, on n'a pas construit du logement social, ou si peu. Ce qu'on a construit, c'est des bureaux et de l'accession libre à la propriété. Si seulement on avait construit un peu plus de logement social et à la place des mètres carrés de bureaux et d'accession libre, on avait fait des espaces verts, nous n'en serions pas là aujourd'hui. C'est ça que je veux dire. Et à Brusno, ça va arriver très vite, je compte sur la mobilisation de tout le monde, on a une tour de 100 mètres, une autre tour de 180 mètres, vous vous rendez compte où on en est, hein. À côté de la tour du haut, l'horrible tour du haut, et bien ces tours-là, c'est de l'accession libre à 100%. C'est-à-dire qu'on ne pourra même pas dire, oui, mais c'est pour loger les gens, vous comprenez, etc. Non, c'est des appartements spéculatifs qui seront achetés à 15 000 euros du mètre, parce qu'à cette hauteur-là, ça ne peut pas être autrement, qui seront revendus à 20 000 euros du mètre 5 ans plus tard. Et ça, c'est inacceptable. Alors comment on finance? Parce qu'il ne suffit pas de dire qu'on veut préempter des parcs, qu'on veut faire des logements sociaux. D'ailleurs, il faut préempter dans l'existant, faire dans le diffus, etc. Je ne vous fais pas tout le truc. Ça coûte de l'argent, très rapidement. Et il faut avoir une forme de courage politique. Je sais que pendant les élections, c'est toujours difficile de le dire, mais nous, écologistes, on l'assume. Il va falloir augmenter les impôts, et notamment la taxe foncière. Et notamment la taxe foncière qui est la plus basse de France, 13%, alors que toutes les grandes autres villes, c'est 40, 50% sans problème. Et c'est le fait qu'elle soit aussi basse, c'est même injuste, puisque les propriétaires qui sont quand même les plus aisés à Paris ont accès à un niveau d'équipement public, à un niveau culturel, à un niveau d'emploi. Pour seulement 13%, vous traversez le périph', on est à 40%. Et si vous l'augmentez, vous la doublez, allez, à 26, et vous ne le faites pas d'un coup, par escalier, et bien très rapidement, vous pouvez dégager plusieurs centaines de millions d'euros par an. Et c'est-à-dire, à la fin d'une mandature, vous avez vos milliards pour pouvoir investir dans les parcs dont je vous ai parlé. J'ajoute à ça l'emprunt citoyen. C'était une mesure des écologistes, mais qui n'a pas été retenue malheureusement, mais on va réinsister. C'est que la loi nous permet de faire un grand appel à l'investissement auprès des Parisiens qui ont de l'épargne et qui souhaitent investir, moyennant une rétribution évidemment, et ça peut permettre de dégager des investissements supplémentaires. C'est tellement dommage parce que j'avais quand même un point sur la concertation. Mais... Okay. Alors écoutez, il y a quand même un vrai problème dans ce PLU là, parce qu'on nous donne 2 ans. N'importe quelle ville de 20 000, 30 000 habitants, c'est 3 ans minimum. La dernière révision qui a été un peu ambitieuse, celle de Delanoë de la majorité que je salue, une vraie révision avec une vision. Merci, 5 ans. Et là, à marche forcée, vu l'ampleur des dégâts, vu l'ampleur des enjeux, on nous dit faites-le en 2 ans. Et on nous dit on va faire ça en concertation. La preuve, on a concerté sur le diagnostic territorial, mais il n'y a pas eu de diagnostic territorial. Il y a eu quelques cartes de l'APUR sur Internet. Les gens n'ont pas été formés, ils ne pouvaient pas savoir comment y aller. Elles sont bien, moi quand j'y vais, je me fais plaisir, mais enfin, la grande majorité des gens ne savent pas de quoi on parle.
Résultat des courses sur idparis.fr, ils ont fait des remarques, bon, à part les cas électeurs qui sont documentés, mais on va dire les Parisiens qui ne connaissent pas forcément, complètement à côté du diagnostic. Et évidemment, la question était mal posée. Et même nous, élus, Bernard, cher Bernard, on n'a pas reçu le diagnostic territorial. Et en novembre, on va faire une communication pour expliquer qu'on lance le PADD. Alors je ne sais même pas aujourd'hui quel est le bilan du territoire, quel est le bilan environnemental et quel est le bilan de la modification de 2016, à part ce que j'en vois avec les horaires de densification. Voilà où on en est. Donc moi j'appelle à un sursaut des élus, un sursaut des élus de nos partenaires de la majorité aussi. De l'opposition, parce que là on est alignés sur ces choses-là. Sursaut de ceux qui sont déjà élus. Exactement. Sur ceux qui sont déjà élus. Sursaut de Paris 12, s'il vous plaît. Et on y Émile, va. sursaut de Paris 12. Et on va le faire. Excusez-moi, je vais intervenir parce qu'on parle de concertation. On parle de concertation. Alors, la concertation, on la laisse quand même. Un mot sur le 12e. Un mot sur le 12e. On la laisse aux promoteurs. Un mot sur le 12e parce que franchement, je trouve que, je vous le dis, hein, on va peut-être ne pas être d'accord, je trouve qu'on lui tombe dessus à notre maire du 12e un peu trop fort et un peu trop rapidement. Laissez-moi vous dire deux mots. Pour le coup, j'ai fait de nombreuses réunions de travail avec elle et son adjoint à l'urbanisme. Je vois l'état d'esprit dans lequel ils sont. Vous me croyez ou vous ne me croyez pas, mais je vous dis qu'ils n'ont qu'une envie, et c'est la même que celle que je viens de vous développer là. Simplement, il y a des forces contraires quand vous êtes élu, maire, vous arrivez dans une équipe où vous êtes minoritaire dans la majorité, où vous avez des projets qui sont déjà partis à cause du PLU de M. Missika, et que vous avez des marges de manœuvre totalement étroites, eh bien, oui, on ne fait pas tout comme on voudrait qu'on puisse le faire. Mais je prends deux engagements devant vous, deux engagements ce soir devant vous. Et j'en ai parlé avec Emmanuel Permal, donc je peux les prendre de façon tranquille. Un, sur messagerie, les bureaux, on n'en veut pas. Voilà, c'est dit. Vous êtes de messagerie, c'est dit. On ne veut pas de bureau et on va se battre contre. C'est pas ce que dit la SNEF, elle dit ça sera et ça se fera dans la phase 2. La SNEF, c'est pas les élus écolos. Moi, je vous dis, les élus écolos, on va se battre contre. Ils ne veulent pas l'intégrer. Aujourd'hui, ils séparent les deux phases. Deuxième point, Bercy Charenton. Si c'est nous faire une concertation pour à la fin nous ressortir le projet des tiroirs avec 3 étages en moins, ce sera non. Et je prends l'engagement devant vous ce soir. Voilà, c'est dit. On verra. Et pour les autres, il est moins 5, on doit rendre la salle à 18h. On va peut-être prendre une ou deux questions. Ne soyez pas frustrés, qu'on ne dise pas qu'on prône la démocratie participative et puis après on leur claque les becs et qu'il n'y a pas de questions. Voilà. Mais voilà, peut-être une ou deux questions, mais moi je voudrais avant remercier vraiment chaleureusement parce qu'on dit souvent la parole politique c'est langue de bois. Je trouve que là vous l'avez bien joué les uns et les autres et en rapport avec le sujet, alors que vous étiez arrivés, certains, alors que le tour de table des associations avait déjà donné des éléments et vous n'aviez pas tous les éléments pour répondre. Et donc, moi je trouve que c'est ce qu'on veut jouer, nous, à FNE Paris et à FNE Île-de-France, c'est de se voir en présentiel, d'échanger en confrontant les différents points de vue. Et je reviens à ce que disait Jodel tout à l'heure, c'est-à-dire, voilà, il faut qu'il y ait, là on a les élus et les assos, et ben, il manque les aménageurs, le promoteur, le banquier pur et dur, pour qu'on puisse toucher sur le dur. Et donc on essayera, puisqu'il y a eu une idée qui est sortie, je ne sais plus si c'est Bernard qui l'a sorti ou quelqu'un d'autre, de faire des assises du PLU, puisque, comme le disait Jodel, il faut qu'on prenne toute notre place et qu'on a compris qu'on n'allait pas nous la donner parce qu'on ne sera pas tiré au sort des 150 qui auront droit, etc. Donc on va faire nous-mêmes nos assises du PLU, on va y inviter les différents groupes d'acteurs, parmi lesquels vous, mais aussi d'autres qu'on ira chercher, et on essayera de créer le rapport de force, parce qu'on l'a bien entendu, quand même, ça c'est vraiment un point de consensus, c'est que si on ne se mobilise pas, même si, comme disait lui, le droit c'est important et que ça peut nourrir la mobilisation, c'est la mobilisation qui compte. Et j'ai bien entendu l'étudiante en géographie
Et l'appel à l'intergénérationnel, je veux dire qu'on n'y arrivera pas sans vous. Parce que ce qu'on est en train de construire à la ville de demain, vous l'avez dit, c'est pas pour nous. Nous, on va. Hein, c'est pour nous. On sera tous au Père Lachaise. Et quand vous serez dans la ville de demain, en plein dans les îlots de chaleur. Essayons de jouer groupir. Et moi, c'est ce qui me réconforte dans ce que j'ai entendu en transverse chez tous ces élus qui sont de sensibilités différentes. C'est qu'il y a quand même un accord sur le constat et sur l'urgence à faire. Donc si le PLU peut en être un outil, allons-y. Voilà, donc je suis désolé, sauf s'il y avait vraiment une intervention. Je crois que Serge voulait dire quelque chose. Un homme et une femme. Une femme, un homme. C'est le P pour moi. J'ai dit 2 interventions, pas plus. Excusez-moi, je vous remercie beaucoup d'avoir réuni toutes ces personnes, mais Héloïse Spoda du collectif Rumula. En fait, on vous remercie de nous avoir tous mis dans cette salle, mais c'est vrai que je pense que nous, ce qu'on attendait aussi ce soir, c'était une possibilité de se mettre tous en relation, parce que finalement, vous l'avez très bien dit tous, le problème c'est un problème de la ville de demain, qu'est-ce qu'on veut pour la ville de demain, le problème de densification, etc. Et je pense qu'on peut peser, notamment en période électorale, c'est, je pense, ce qu'attendent les jeunes, puisqu'on parlait d'intergénérationnel. C'est eux, ils ne se posent pas 10 milliards de questions, en fait, ils voient que la planète elle brûle, donc c'est quand même, je pense, un sujet qui est porteur. Et même si on est sur des projets plus ou moins d'ampleur, je pense que ce serait important, pas juste de dire il faut qu'on le fasse, mais de réfléchir ensemble peut-être à se mettre en relation. Comment on peut faire? Est-ce que vous pourriez par exemple être une passerelle pour nous, vu que vous avez des contacts avec toutes ces associations, pour qu'on puisse, nous, discuter d'une date d'action, d'un plan d'action, où on a des thèmes communs, où on peut aussi, en lien avec d'autres associations, peser quoi. On est dans un rapport de force, rassemblons nos forces, mais concrètement en fait, pas de discours de l'action. Moi, c'est ce que j'attends en fait de façon concrète. Voilà. Juste une petite, cette idée de plateforme, en tout cas nous permettant de tous travailler ensemble, effectivement, me paraît indispensable parce qu'effectivement on est tous dans nos couloirs finalement, sans travailler effectivement suffisamment ensemble. Non, juste une question rapidement, est-ce que quelqu'un peut aussi me donner une précision sur ce dont j'ai entendu parler, sur le fait qu'il ne doit pas y avoir de travaux autour de 2024, un peu avant, un peu après, à cause des Jeux Olympiques? Est-ce que c'est quelque chose qui est un bruit qui court, ou est-ce qu'il... Alors, en tout cas, est-ce que c'est quelque chose qui légalement devrait être imposé et qui jouera forcément sur tous les projets de construction sur cette période-là qui est très proche? Merci. La tour triangle lui prévoit les constructions, y compris sur cette période-là. Et pourtant, vu la localisation de la tour triangle et d'activités olympiques à proximité, j'imagine même pas le bordel en termes de contrôle sécurité. On a été privé de faire appel contre la tour triangle à cause de ça, justement. C'est pas ce que je voulais dire, mais pour répondre à la question de la mise en réseau, moi je fais partie d'un autre collectif qui s'appelle Alumni for the Planet, qui a vocation de mettre en réseau tous les diplômés de l'enseignement supérieur, parce que c'est eux qui font peser aussi dans les entreprises et à plein d'endroits. Et eux, ils ont justement une plateforme, Alumni for the Planet. Et eux, ils ont une plateforme qui permet de se mettre en réseau en tant que diplômé du même diplôme, c'est-à-dire de la même université ou de la même école ou ainsi de suite, en tant que la même localisation géographique ou de la même société. Donc, il faut peut-être réfléchir au niveau de FNE Paris à quelque chose du même style. Alors, c'est pas ça que je voulais dire. Moi, je voulais parler de 2 choses. Moi, je voulais revenir sur 2 points. Le premier, c'est au niveau du diagnostic du PLU. Moi, j'ai regardé le diagnostic de la PLU. Et pour moi, il manque clairement 2 parties, qui sont le diagnostic climatique et il manque un diagnostic aussi environnemental. Il n'y a pas de bilan carbone, il n'y a rien du tout. D'après l'ADEME, l'énergie du logement, c'est 44% de la consommation d'énergie en France. Donc on peut pas se passer de ce diagnostic. Donc ma question c'est, est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'il en est? Moi j'ai lu effectivement le document qui est sorti récemment du diagnostic climatique, mais en fait dans ce document, et quand on lit toute la prose autour, on nous explique effectivement la baisse du carbone liée à la mobilité, mais on ne parle jamais du logement et des bâtiments. Et donc pour moi ce diagnostic il manque cruellement. Et mon deuxième point, c'est en tant qu'associatif, alors excusez-moi d'être un peu
je reviens sur ce qui a été dit, sur le fait qu'il n'y avait jamais de majorité en fait sur un certain nombre de vœux. Et tout le monde sait que en fait, le groupe ELV est un groupe pivot, et que si ELV se met d'accord avec d'autres, en fait, il peut faire passer des vœux. Alors moi j'ai vécu le cas des réservoirs de Grenelle, hein, où on a 2 vœux qui ont été votés. Alors 2 vœux qui ont été votés à 90% au niveau du Conseil du 15e. Quand c'est arrivé à la mairie de Paris, en fait, il y avait les 2 mêmes vœux qui étaient présentés. Et en fait, le groupe ELV a retiré son vœu au dernier moment et a voté un vœu de l'exécutif. Et en fait, par miracle, ils se sont abstenus sur l'autre vœu donc, qui a été voté. Mais en fait, on se retrouve dans une situation où il y a 2 vœux. Un vœu pour arrêter le projet et un vœu qui est en faveur d'un projet, allez, on va dire greenwashing, qui lui a été voté. Et donc ma question à ELV, c'est pourquoi votre fonds de commerce et puis les associations, votre fonds de commerce c'est quand même l'écologie, puisque vous appelez ELV. Et pourquoi il n'y a pas plus de cas où dans le cas où il y a des projets qui sont manifestement détrimentaux pour l'écologie, vous ne votez pas des vœux qui vont dans le sens de l'écologie? Ça a été le même cas. Moi, je voudrais vraiment poser la question. Vous avez entièrement raison sur le cas du 12e arrondissement. Si demain ELV fait un vœu pour réduire Pixplus, Nether, messagerie, je serai la première à le voter pour faire basculer. Les miens sont toujours refusés, aussi bien localement que... Ils ne sont même pas amendés. Moi si encore, quand je dépose un vœu, ELV l'amender, j'accepterai. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Il y a quand même un double langage, moi je tiens quand même à vous le dire, qui existe. Sur Picpus, parce que je voulais juste quand même qu'on ne dise pas tout le temps que la droite est contre les logements sociaux. Picpus, pourquoi c'est dense? Parce que le PLU demande 60% de logement, sur la partie logement. Moi j'ai demandé qu'il y ait 25%. J'ai fait un vœu pour demander qu'il y ait 25%, parce que je trouve que c'est raisonnable, c'est en phase avec SRU. Et si on fait 25% de logements sociaux sur cette zone du garage Nation Picpus, ben forcément ce sera moins dense, on ne sera pas à du R+9, on peut descendre à du R+5, 7 peut-être. Mais même ça, c'est refusé. Moi, je tiens quand même, il y a un double langage. Vous voyez bien quand même qu'il y a un décalage abyssal entre la communication qui est faite et puis la politique qui est menée sur le terrain. Madame la Présidente de FNE Paris, le mot de la fin, s'il vous plaît. Et ELV, vous ne voulez pas vous exprimer alors? Oui, si c'est possible, oui. Alors, ça nous est... ce qu'il faut voir, c'est que... comment dire? En fait, il faut parler projet par projet. Non, mais projet par projet. Il y a des projets où on fait un vœu, la droite fait un vœu, l'exécutif ne veut pas forcément négocier, on a réussi à faire passer le vœu, c'est comme le cas Gare d'Austerlitz, par exemple. Bon. Alors après, ça reste un vœu. Malheureusement, ce n'est pas une délibération, ça n'a pas d'implication juridique. Enfin, c'est au moins ça. Mais c'est au moins ça, je ne vous le fais pas dire. Et ensuite, il y a des situations où, ça ne vous a pas échappé, on fait partie d'une majorité. Dans une majorité, on dialogue aussi avec des compromis. Et il y a dans certains cas où il y a une écriture de compromis qui se fait parce que sur tel ou tel projet, ça permet de gagner du temps sur tel ou tel truc. Et là, il faudrait rentrer dans le cœur à chaque fois des dossiers, parce qu'à chaque fois, effectivement, il y a une raison pour laquelle on le fait. Ne croyez pas qu'on accepte une écriture de compromis juste parce que c'est le Parti Socialiste qui nous l'a demandé. Ça n'existe pas, ça. C'est parce que derrière, il y a eu un compromis politique entre partenaires de la majorité. Alors je sais que vu de l'extérieur... Un compromis ou un deal? Oui, mais c'est pareil, si vous voulez, le mot à l'américaine n'est pas terrible, mais c'est le propre quand on a des idées qui ne sont pas toujours convergentes, c'est qu'à un moment on est obligé d'essayer de trouver l'écriture qui va bien. On ne peut pas toujours s'opposer, et c'est la complexité de notre position. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que dans cette révision du PLU et sur les projets qui viennent, vu l'urgence climatique, on va durcir le ton, ça c'est certain. Voilà. Je vais essayer d'avoir le mot de la fin, mais c'est très difficile d'avoir une parole juste et à la suite de toutes ces belles paroles, et dont on espère surtout des actes en fait. Donc, moi, je me réjouis tout de même d'avoir réuni autour d'une même table les représentants des groupes politiques du Conseil de Paris. Et je vous remercie à tous aussi d'être venus réfléchir avec nous, parce que le Paris que nous voulons, c'est ensemble que nous voulons construire, bien sûr. Merci.